Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation IG Bank, ce nouveau webinaire qui, vous l'aurez déjà découvert, aujourd'hui sera consacré au yuan et aux monnaies de référence et des réserves internationales. Mon camarade Valentin nous fait le plaisir de nous accompagner pour cette présentation et nous faire découvrir ses points de vue et ses opinions sur cette thématique. Nous verrons donc, comme vous l'aurez compris, différents sujets. Nous aborderons différents sujets, plus précisément sur donc les monnaies d'échange au niveau international. On a cette problématique, vous l'aurez peut-être aperçu, de la monnaie, des monnaies notamment électroniques. Les banques centrales l'envisagent. Le Bitcoin vit une véritable envolée incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, la place du dollar dans l'économie internationale se pose comme question. Est-elle toujours, je dirais, légitime? Et une puissance comme la Chine ne peut-elle pas prendre la place à travers sa monnaie et à travers la monnaie d'échange international? C'est ce que nous allons voir avec Valentin. Et en attendant, très rapidement, comme d'habitude, vous l'aurez deviné, je vous ferai une petite présentation du groupe IG pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Je passe évidemment à travers le petit disclaimer concernant les risques de trading inhérents au CFD. Vous l'aurez compris, ce sont des produits hautement volatiles et donc vous devez tout à fait être informé quant à la dangerosité de ces produits. Ils ne sont pas faits pour tous les investisseurs. Renseignez-vous sur les produits. Alors, IG Bank, de notre côté, vous le savez peut-être, on fait partie d'un groupe, le groupe IG, qui aujourd'hui présente plus de 45 années d'expérience. On est présent dans 14 pays, avec à peu près 240 000 clients actifs dans le monde. Plus particulièrement en Suisse, nous avons obtenu la licence bancaire en 2014. Donc, nous sommes actuellement régulés par la FINMA, tout comme toute banque en Suisse. Et nous proposons à nos clients 2 espaces, 2 bureaux, un à Genève, un à Zurich. Je vous informerai qu'évidemment, dans cette période de mesures sanitaires et de restrictions, les bureaux ne sont actuellement pas ouverts à la clientèle, mais je souhaite que nous puissions nous revoir assez rapidement. Chez IG Bank, vous pouvez traiter plus de 17 000 valeurs aujourd'hui. Nous avons notamment des crypto-monnaies, mais évidemment l'ensemble des paires de devises internationales, qu'elles soient majeures ou exotiques. Vous retrouverez ces paires de devises. Vous pouvez également traiter les métaux précieux à travers les contrats futurs ou les contrats cash. Les plateformes de trading, nous avons notre propre technologie, mais vous retrouvez également MetaTrader ou ProRealTime pour ceux qui sont plus habitués à ces plateformes. On a un service multilingue en Suisse, 4 langues, je vous le rappelle, anglais, italien, français et allemand. Et sans oublier la partie éducative qui nous tient beaucoup à cœur, qui est très importante et vous êtes là pour le constater à travers les formations et les webinaires que Valentin va nous faire maintenant. Nous apportons une importance particulière à la partie éducative et donc on a cette plateforme IG Academy que je vous invite fortement à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vais transférer la présentation, passer le micro à mon camarade Valentin dans quelques secondes. Je tenais également à vous informer qu'il y a une petite enquête de satisfaction en fin de webinaire. Si vous avez la gentillesse, l'amabilité de bien vouloir répondre aux questions, de sorte à ce que nous puissions toujours y offrir nos services. Vous retrouverez ce webinaire enregistré sur notre site internet. Vous recevrez les liens dans le futur par email.
Vous pourrez donc retrouver ce webinaire de manière enregistrée. Voilà pour nos chiffres et notre présentation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous contacter au travers des différents réseaux sociaux que vous pouvez voir apparaître ici, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. N'hésitez pas non plus à nous contacter par téléphone ou par email. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Et je vais donc, comme je vous disais, passer la main à Valentin. Je vais passer maintenant. Voilà, Valentin, c'est à toi. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour discuter du yuan et du dollar. Est-ce que la devise chinoise peut remplacer le dollar ou en tout cas se faire une place sur la scène internationale? C'est la question dont nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Alors, donc bonsoir tout le monde, bonsoir Vincent, merci d'être présent à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, j'y répondrai eh bien, au cours de cette présentation, si c'est en lien direct avec celle-ci évidemment. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une monnaie de réserve? Une monnaie de réserve, c'est une monnaie en fait qui est reconnue d'une façon internationale, en tout cas sur la scène internationale, auprès d'institutions financières et des banques centrales. Donc cette monnaie de réserve, elle est utile au sein des banques centrales parce qu'ensuite elle va être utilisée pour acheter des biens dans cette devise justement de réserve. Ça peut être des matières premières, ça peut être des biens spécifiques. En ce moment, c'est plutôt pour acheter des matières premières. Mais voilà, ces devises de réserve sont extrêmement utiles pour le commerce extérieur. Donc, ce sont des actifs essentiels aujourd'hui dans les bilans des banques centrales. Et donc, la détention de cette monnaie de réserve minimise le risque de change parce que si la monnaie, par exemple, imaginons l'euro se dévalue face au dollar, eh bien, vous avez toujours, enfin, les banques centrales européennes ont des dollars pour acheter, imaginons du pétrole ou autres matières premières qui sont adossées au dollar, enfin indexées au dollar. Donc voilà, donc ça permet de minimiser le taux de change pour faire des achats étrangers. Les critères pour devenir une monnaie de réserve sont multiples. Alors déjà, il y a la taille du pays. Hein. Il faut que l'économie en question soit relativement importante. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est une grande puissance mondiale et qui également est très ouverte à l'international. Elle échange, elle exporte, elle importe énormément de produits chaque année. Donc, il faut que ça soit une monnaie assez liquide, échangeable. Donc, la force de l'économie doit inspirer confiance. Donc, c'est ce que je parlais, le PIB. Le PIB doit être important. Si c'est un petit PIB, ça va pas être suffisamment important d'un point de vue mondial pour considérer cette monnaie comme une monnaie de réserve. Les marchés financiers doivent être transparents et la politique monétaire doit être stable et prévisible. Et c'est peut-être l'un des points les plus importants pour devenir une monnaie de réserve. Lorsque vous stockez une monnaie ou un actif, vous aimez, vous le stockez parce que vous anticipez que sa valeur va s'apprécier ou au moins va rester stable dans la durée. Vous n'achetez pas un actif parce que vous pensez qu'il va se déprécier. Ou alors, si vous savez qu'il va se déprécier, vous vous protégez. Donc, c'est pour ça que la politique monétaire doit être stable et prévisible. Donc, en clair, une monnaie de réserve, c'est une monnaie qui est recherchée sur la scène internationale, qui a une économie qui est prospère et qui a un système bancaire et financier stable et prévisible. Le dollar, c'est la monnaie de réserve aujourd'hui, la monnaie de réserve dominante, mais vous vous en doutez, hein, ça n'a pas été la seule monnaie dans l'histoire. On a eu juste avant la livre sterling, encore avant c'était la livre française, ensuite il y avait eu les Pays-Bas, l'Espagne, Portugal, etc., etc. Donc là c'est simplement pour faire voir que les monnaies de réserve changent dans la durée. Alors depuis 1400 et quelques, c'était à peu près une durée de 100 ans pour chaque monnaie de réserve. Là, on arrive au bout de 100 ans du dollar. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du dollar en tant que monnaie de réserve, mais en tout cas, on arrive dans cette période où le dollar pourrait faire la différence. Peut-être que finalement, le dollar va rester la devise, la monnaie de réserve pendant 150, 200 ans, ce qui serait une première depuis plus de 500 ans.
Alors, petit retour en arrière avant de parler du yuan, si le yuan peut remplacer le dollar, on va parler du dollar. Comment le dollar est devenu la monnaie de réserve d'aujourd'hui, comment le dollar est, est omniprésent sur la scène internationale. On parle du dollar un peu partout dans le monde, alors que bon, l'euro il est utilisé en Europe, il est échangé un petit peu aussi dans le monde, mais je doute que un Thaïlandais vende en euros à un Argentin. Voilà. Donc le dollar aujourd'hui c'est la monnaie américaine, mais c'est également la monnaie du monde. Donc c'est devenu la monnaie du monde en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Europe, l'Asie globalement étaient dévastées par la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis à cette époque-là étaient la première puissance économique au monde, 40% du PIB mondial. C'était également la plus grande nation créancière du monde. Et voilà, son dollar était stable, puisque à l'époque, il était convertible en or. Il y avait un certain ratio. Et donc, il y avait toutes les cartes, entre guillemets, pour que le dollar soit cette monnaie dont tout le monde peut avoir confiance. C'est donc en 1945 que 44 nations ont convenu d'adopter le dollar en tant que monnaie de réserve officielle. C'était les fameux accords de Bretton Woods. Malheureusement, ce système-là n'a pas très bien fonctionné. En tout cas, après une décennie, ça s'est commencé à se dégrader. Les États-Unis ont commencé à enregistrer d'importants déficits budgétaires et à connaître une hausse des taux d'inflation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu des financements de programmes nationaux dans les années 60 pour la guerre froide, globalement. Le programme spatial, le programme nucléaire, tout ça, ça a coûté beaucoup d'argent pour développer ces technologies-là. Donc, il y a eu beaucoup d'entêtements. Et on a également le financement de la guerre du Vietnam qui a été vraiment qui a mis fin à ce système-là. On a eu un endettement massif des États-Unis, une inflation élevée, une dévaluation du dollar face à l'or, puisque voilà, le gouvernement américain a diminué le ratio d'or nécessaire pour chaque dollar. Donc les pays ont commencé naturellement à douter justement de la crédibilité du dollar et ont donc commencé à échanger les dollars qui stockaient dans les banques centrales contre de l'or. Donc on a eu une baisse du part du dollar dans les banques centrales et on a une augmentation de l'or dans les réserves des banques centrales. Et enfin, Richard Nixon a mis fin à cette fameuse convertibilité des dollars en or en 1971 et donc fin au système de Bretton Woods. Néanmoins, il y a eu la fin du système de Bretton Woods n'a pas mis fin à la dominance du dollar sur la scène internationale. Le dollar reste aujourd'hui la devise, la monnaie de réserve par excellence, grâce à l'OPEP. On est aujourd'hui, enfin depuis 1971 finalement, plutôt dans un système d'un dollar qui n'est pas adossé à l'or, mais d'un dollar qui est nécessaire aujourd'hui pour la survie des nations, tout simplement. Après 1971, donc toutes les monnaies sont devenues des monnaies flottantes à la fin des accords de Bretton Woods. Et au début des années 70, donc il y a eu divers conflits géopolitiques, notamment l'embargo pétrolier de l'OPEP. Et on a eu les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui se sont entendus pour lever cet embargo. Et donc les États-Unis ont offert à l'Arabie Saoudite et donc aujourd'hui même au pays de l'OPEP une protection militaire diplomatique de ces pays en échange que le pétrole produit par ces pays soit exclusivement en dollars. C'est pour ça que vous regardez les dollars produits dans les pays arabes, en Moyen-Orient, un peu partout finalement dans le monde, eh bien elles sont vendues, tous ces barils de pétrole sont vendus en dollars. Voilà, donc c'est parce que on a les États-Unis et l'OPEP, et l'Arabie Saoudite, ces deux pays qui ont un accord qui oblige entre guillemets ces pays-là à vendre leur pétrole en dollars. Donc finalement, pour l'Union européenne, pour la Chine, n'importe quel pays dans le monde qui souhaite acheter du pétrole n'a pas d'autre choix que disposer du dollar.
Sinon, eh bien sans pétrole, vous savez qu'il n'y a pas de croissance, parce qu'aujourd'hui le pétrole est omniprésent, hein, pour la fabrication, pour la consommation d'énergie, pour tout. Tout fonctionne avec le pétrole aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de dollars dans les banques centrales, vous avez des risques de change. Il est possible que si votre monnaie se déprécie, eh bien que vous n'ayez plus suffisamment de monnaie pour acheter du pétrole, et donc voilà, que ce soit un cercle ensuite vicieux, et que le pays rentre dans une catastrophe économique. Voilà, donc c'est aujourd'hui indispensable pour les banques centrales d'avoir un minimum de dollars pour éviter le risque de change de leur monnaie en cas de coup dur économique, pour pas que si cette monnaie se déprécie fortement, qu'avec les dollars qu'ils ont dans les banques centrales, eh bien ces banques centrales puissent fournir des dollars et acheter du pétrole. Voilà, donc aujourd'hui, en réalité, hein, ce qui maintient le dollar aujourd'hui comme devise, comme monnaie de refuge, c'est le fait que pour acheter du pétrole, il faut du dollar. Voilà, si ça n'était plus le cas aujourd'hui, si on pouvait acheter du dollar autrement, eh bien, le dollar perdrait vraisemblablement de son intérêt, hein, aux yeux, pour les banques centrales, pour les institutions financières, pour tout le monde. Donc il n'y a pas un ratio fixe, hein, il n'y a pas un peg, hein, entre le dollar et le pétrole, hein. Le pétrole fluctue librement, mais voilà, il est dénominé en dollars quand vous achetez du pétrole, que ce soit les contrats à terme, peu importe, ça se fait en dollars. Donc au final, le dollar, c'est la monnaie internationale, et les autres monnaies, c'est des monnaies qui se contentent d'une utilisation plutôt domestique, plutôt locale. Alors il y a quelques exceptions comme l'euro, hein, comme vous pouvez constater, qui est assez utilisé dans les paiements internationaux. C'est à peu près équivalent avec le dollar. Mais sinon, au niveau, vous voyez, du financement et des réserves, hein, de change, le dollar est encore clairement omniprésent aujourd'hui. Donc ce graphique de Bloomberg date de 2 ans, mais bon, ça doit être à peu près la même chose aujourd'hui, hein. Le yuan qui a une part extrêmement faible dans les échanges, et le yen également, les autres devises qui représentent quasiment rien, hein, dans le mix des devises, des monnaies de réserve, pardon. Le problème avec le système actuel, le problème avec le système qui repose sur le pétrole, l'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, eh bien, c'est qu'il encourage des nations à dégager des excédents commerciaux avec les États-Unis. Et finalement, c'est pour cela qu'on a un excédent commercial un déficit commercial aux États-Unis depuis plus de 30 ans. 30-40 ans, on a un déficit qui se creuse parce que tous les pays, eh bien, souhaitent disposer de stocker du dollar, en fait, de garder du dollar dans leurs réserves. Donc pour garder du dollar, il n'y a pas 36 000 façons, c'est de vendre aux Américains des produits en échange de dollars. Donc on a ces pays, hein, qui diminuent leurs coûts, hein, qui peuvent également faire baisser le prix de leur monnaie, hein, souvent, hein, sur les marchés émergents, hein, les banques centrales dévaluent leur monnaie face au dollar pour voilà, être plus compétitifs, ou oui, tout simplement. Et donc pour engranger du dollar. Et si vous regardez du coup la balance commerciale des États-Unis, on a un déficit commercial depuis le début, hein, depuis les années 70, hein, 80, depuis le début en fait de ce système-là. Ça crée évidemment, comme on l'a vu avec Donald Trump, des tensions politiques aux États-Unis, hein, le fameux America First, des guerres commerciales pour réduire la balance commerciale, sauf que ces guerres commerciales aux États-Unis, ces guerres commerciales qui sont soi-disant faciles à gagner, eh bien, ne le sont pas du tout, hein, puisque le déficit commercial a augmenté, hein, sous l'ère de Donald Trump. Donc, les guerres commerciales sont en réalité très difficiles à gagner. Et en fait, avec le système actuel, les États-Unis sont condamnés à avoir un déficit commercial parce que tous les pays vont chercher, la plupart des pays vont chercher à avoir un excédent commercial avec les États-Unis pour récupérer des dollars. La plupart de ces pays qui récupèrent des dollars vont donc utiliser ces dollars pour acheter du pétrole et vont stocker ces dollars-là, donc pas de façon liquide, vont acheter des obligations, des
des treasury bills la plupart du temps, donc des obligations court terme américaines. Donc en fait, ces pays vont devenir des créanciers des États-Unis, donc vont financer les États-Unis. Et dès qu'ils auront besoin de liquidité, eh bien, ces treasury bills qui arrivent à maturité rapidement, eh bien, ne seront pas renouvelés. Et ensuite, donc, ces dollars seront utilisés pour acheter du pétrole ou pour d'autres matières premières, hein, parce que si vous regardez, la plupart des matières premières sont aujourd'hui dénominées en dollars. Donc, c'est pas que le pétrole, mais évidemment, le pétrole, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que le pétrole, vous le produisez dans quelques pays, en tout cas la plupart de la production, alors que du blé, vous pouvez en produire un peu partout, dans tous les continents. Voilà. Donc ça, c'est le principal problème de ce système, c'est que ça oblige les États-Unis d'avoir un excédent commercial. Enfin, voilà, tous les pays vont chercher à provoquer un excédent pour récupérer des dollars. Deuxième problème, c'est que eh bien, le dollar doit rester liquide, puisque c'est une devise internationale, donc elle est utilisée un peu partout. Elle n'est pas forcément utilisée aux États-Unis, elle peut être utilisée entre la Chine et l'Arabie Saoudite pour acheter du pétrole. Elle peut être utilisée entre, je sais pas moi, l'Australie et la France pour, enfin, l'Australie et la France, ça va être compliqué, mais l'Australie et la Norvège pour acheter du pétrole ou d'autres matières premières. Enfin bref, le dollar aujourd'hui, il est utilisé vraiment. C'est pas qu'une devise américaine, c'est une devise mondiale. Donc cette devise, ce dollar doit être extrêmement liquide. Et d'ailleurs, on le voit, on l'a vu lors de la crise du Covid, hein, on a eu une crise de liquidité pendant un certain moment. On a eu le TED spread, qui jauge un peu la liquidité, qui a vraiment explosé. Donc la Banque centrale, la Fed, a mis en place des lignes de swap avec une dizaine de banques centrales et d'une quantité assez importante pour justement garantir cette liquidité. Donc le problème, c'est que l'économie américaine devient aujourd'hui de plus en plus petite dans le poids du monde, étant donné qu'on a l'émergence de la Chine, l'émergence de l'Inde, qui pèse de plus en plus dans le PIB. Donc aujourd'hui, l'économie américaine, c'est à peu près 20-25% du PIB mondial, alors que c'était 40% au début des accords de Bretton Woods. Donc 20% du PIB mondial, mais les États-Unis doivent toujours garantir qu'il y ait suffisamment de dollars sur les marchés internationaux pour satisfaire les échanges et les stocks dans les banques centrales. Donc ça nécessite d'imprimer énormément de dollars pour satisfaire cette demande, donc des déficits encore et encore. Et enfin, il y a un autre problème, c'est que lorsqu'il y a des grandes puissances économiques comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde, j'aurais pu citer également l'Union européenne, mais l'Union européenne est plutôt très alliée aux États-Unis, donc il y a rarement des grands soucis, enfin il n'y en a pas de grands soucis entre l'Union européenne et les États-Unis depuis de nombreuses années. Donc lorsqu'on a des grandes puissances qui commencent à exporter, qui sont un peu plus indépendantes sur la scène internationale et qui commencent à exporter dans d'autres devises que le dollar, les États-Unis ne peuvent pas intervenir militairement. Donc ils sont obligés d'avoir des sanctions, enfin de mettre en place des sanctions, que ce soit financières, des guerres commerciales. Donc on l'a vu avec la Chine, mais on a également les sanctions qui vont possiblement être en place, et menaces de sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 entre l'Allemagne et la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie, elle vendrait vraisemblablement son gaz en euros. Elle commerce énormément avec l'euro. On le verra à la fin de ce webinaire, mais en fait, la Russie, depuis 2-3 ans, ses échanges avec l'Union européenne se font davantage en euros qu'en dollars. C'est une première. D'accord ? Donc voilà, les États-Unis qui ont d'une certaine manière envie de rester la monnaie de réserve, parce que ça a des avantages d'être une monnaie de réserve, on n'a pas de risque de change. Si notre monnaie se dévalue, si vous êtes la monnaie de réserve et que votre monnaie se dévalue face au pétrole, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème de change, tout simplement. Voilà. Second point, vous avez moins de coûts, parce que si vous devez acheter le pétrole en dollars et que vous avez des euros, vous devez convertir vos euros en dollars et ensuite acheter ce pétrole. Donc vous avez moins de coûts, vous avez moins de risques de change et en fait donc plus de stabilité finalement. Donc les États-Unis veulent garder entre guillemets ce statut, mais elles ne peuvent pas non plus intervenir de façon dure
contre certaines puissances, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, évidemment au titre de cette monnaie de réserve. Hein. Donc on va inévitablement avoir un mix de plus en plus important à mesure que l'Inde et que la Chine et que la Russie deviennent plus importants économiquement et restent assez indépendants. Eh bien on va avoir évidemment des échanges de plus en plus mixtes, peut-être l'émergence de tensions hein, supplémentaires. Si on commence à avoir la Russie qui vend en yuan à des pays comme l'Union européenne, alors l'Union européenne, étant donné que c'est un allié très proche des États-Unis, est-ce que l'Union européenne va accepter d'acheter des produits en yuan? On ne sait pas, mais peut-être à terme, c'est possible. Mais en tout cas, l'idée, c'est que plus on a des grosses puissances indépendantes qui émergent, et moins les États-Unis sont en mesure d'intervenir militairement. Évidemment, les États-Unis ne vont pas débarquer en Chine parce que les Chinois vendent en yuan des produits. Voilà. Alors, Pékin veut faire du yuan une monnaie de réserve. Alors, je regarde les questions déjà. Excusez-moi. Le marché directeur actuel est US. Si la monnaie chinoise devient grande, est-ce que le marché directeur serait chinois? Alors, on va y répondre après. Voilà, donc c'est le franc suisse. Le franc suisse, donc c'est une monnaie, voilà, c'est un marché transparent. On a vu ça a beaucoup de qualités. Enfin, elle remplit beaucoup de qualités le franc suisse, sauf que l'économie suisse est très petite hein, sur la scène internationale. Donc le franc suisse ne peut pas devenir une monnaie de réserve. C'est une monnaie de refuge, mais c'est pas une monnaie de réserve sur la scène internationale. J'ai vu ce matin un super méthanier russe livrer du gaz liquéfié en Chine par le détroit de Bering. Ça laisse songeur. Alors oui, après, alors c'est pas parce qu'on a une livraison, c'est pas parce que les Russes livrent en Chine qu'ils vont demander du yuan ou du rouble. Hein. Encore une fois, la plupart des échanges internationaux, même si ça n'implique pas les États-Unis, se font en dollars. D'accord? Parce que le pétrole ne peut être vendu qu'en dollars auprès de l'OPEP. Et des sanctions contre l'UE. Alors il faudrait que l'UE soit en désaccord avec les États-Unis. Or l'UE, c'est l'Union européenne, c'est un allié hein, des États-Unis et le pétrole, à ce que je sais, eh bien les pays européens achètent le pétrole en dollars. Donc l'UE respecte les accords et il n'y a pas de volonté de l'UE de devenir de boycotter, de modifier ces accords ou de trouver une alternative. Hein. Les Européens ont l'air d'être heureux avec ce système. Il n'y a pas l'air d'avoir de grands problèmes. Donc, des sanctions contre l'UE, c'est possible. Maintenant, voilà, ça sera plutôt localisé, comme on l'a vu avec Nord Stream 2, l'Allemagne, la Russie, c'est possible des sanctions, sur des marchandises, mais de là à avoir des sanctions lourdes, ça me semble peu probable. Donc Pékin veut faire du yuan une monnaie de réserve, donc ça date de 2015 à peu près, lorsque la Banque populaire de Chine a décidé de laisser le yuan commencer à fluctuer face au dollar, au lieu donc d'un taux de change fixe. Elle fixe depuis donc 2015 le taux de change à sa valeur de la veille et agit s'il fluctue de plus ou moins 2%. Donc voilà, c'est tout un système, mais globalement, le yuan, il fluctue librement, mais pas trop. Voilà, il y a quand même une certaine bande, une certaine volatilité à ne pas dépasser. En décembre 2015, le FMI, donc à la suite de cette décision de la Banque populaire de Chine, le Fonds monétaire international a annoncé qu'il accordait au yuan le statut de monnaie de réserve. Ce qui fait que le yuan a intégré le panier de droits de tirage spéciaux en octobre 2016. Donc c'est un titre simplement pour dire qu'il y a un panier de devises qui correspond qui sont reconnus comme des devises de réserve. C'est composé de l'euro, du yen, de la livre sterling et du dollar américain. Donc en plus de cela, on a du yuan et c'est pour cela que on commence à avoir des banques centrales, notamment la Banque de France, qui stocke du yuan dans ses réserves parce que voilà, on a le FMI qui a accordé ce droit au yuan. Suite à cet accord, suite à cette annonce, la Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle commencerait à rattacher le yuan à un panier de devises majeures et non plus seulement au dollar. D'accord. Donc ce panier, il est
compris donc avec le dollar, l'euro, le yen, 10 autres devises. On ne connaît pas vraiment la pondération, on ne connaît pas vraiment l'indice. Donc voilà, la Banque populaire de Chine limite les fluctuations, non plus selon le dollar, mais selon un panier de devises. Donc en fait, le yuan devient de moins en moins, entre guillemets, dépendant du dollar, mais de plus en plus international finalement, parce que c'est par rapport à un panier de devises, bien que le dollar reste quand même voilà, la devise la plus surveillée par la Banque populaire de Chine et probablement la devise la plus importante dans ce panier de devises. Et en 2018, donc on a Pékin qui a lancé ses premiers contrats à terme cotés en yuan et accessibles aux étrangers. C'est une première pour un pays de lancer des contrats à terme sur le pétrole, je n'ai pas précisé, mais sur le pétrole, qui sont cotés en yuan. Donc la Chine peut commencer finalement à acheter. Alors, on connaît pas, les volumes sont encore très faibles, il n'y a pas une large démocratisation de ces contrats à terme, mais Pékin peut commencer voilà, à négocier en yuan sur des barils de pétrole. Donc c'est un pas supplémentaire. Et dans les réformes économiques, Xi Jinping a clairement annoncé qu'il veut que le yuan devienne une monnaie internationale, monnaie de réserve. Le problème, c'est que bon, l'économie chinoise, le yuan, il y a encore beaucoup d'obstacles pour que ça devienne une monnaie de réserve internationale. La Chine travaille dur dans ce sens, mais voilà, il y a trois principaux domaines qui bloquent. Un, la stabilité. La BPC, la Banque populaire de Chine, réglemente fortement le yuan au lieu de le laisser fluctuer librement sur les marchés. Donc ça, c'est une contrainte pour les investisseurs. Les investisseurs ne souhaitent pas une banque centrale qui contrôle, manipule fortement la monnaie. Alors ça se fait même voilà, au sein de l'euro, du dollar, d'une certaine manière, les politiques monétaires, évidemment, influencent le cours des devises, mais la BPC, clairement, a des bornes de fluctuation. Donc dès que le yuan s'apprécie trop, eh bien, elle va agir sur les marchés. Deuxième point, c'est la liquidité. Le marché du trésor américain est très liquide. Le marché obligataire chinois l'est très peu et il est restreint. Pourquoi le marché obligataire est important? Parce que comme je vous l'ai dit, lorsque les banques centrales vont stocker entre guillemets du dollar, ils vont pas stocker des dollars proprement dit dans la banque centrale, mais ils vont échanger du dollar contre des treasury bills. Donc ils vont financer les États-Unis. Donc échanger voilà ce dollar contre des treasury bills, ça couvre voilà le problème de taux, enfin le risque de taux, excusez-moi. Et voilà, donc le fait que ces banques centrales n'ont pas accès ou alors très peu accès au marché obligataire chinois, et bien finalement, la monnaie chinoise, même si elle est stockée dans les banques, dans les réserves des banques centrales, imaginons européennes ou voilà, britanniques, et bien si la Chine dévalue sa monnaie, et bien le yuan qui est stocké va être dévalué également. Alors que si on a des treasury bills si on a des obligations qui sont stockées à la place de yuan, pardon, eh bien, si on a une dévaluation, donc baisse des taux, on a le prix de l'obligation qui monte. Donc, d'une certaine manière, on a un rattrapage. En tout cas, la dépréciation se fait moins ressentir. Et enfin, on a un troisième point, c'est la sécurité. Donc, les marchés chinois ne sont donc ni ouverts ni transparents. Ils sont toujours contrôlés par les autorités. On a une ouverture progressive, mais c'est assez nouveau et c'est encore une fois, très réglementé, très contrôlé. Les investisseurs étrangers n'ont pas vraiment accès, en tout cas, c'est difficile d'avoir accès au marché chinois. Voilà, donc il y a encore pas mal d'arguments qui empêchent le yuan aujourd'hui de devenir une monnaie de réserve, bien qu'elle en a le potentiel, parce que voilà, la Chine, c'est la deuxième puissance économique, ça va devenir la première dans cette décennie. Elle importe et elle exporte énormément, donc c'est-à-dire que finalement les partenaires extérieurs peuvent recevoir du yuan, ont la capacité de recevoir du yuan. Les exportations chinoises vers l'extérieur, c'est plus de 2000 milliards 2000 milliards de dollars par an, donc c'est énorme. Voilà, maintenant le problème, encore une fois, c'est la politique monétaire, la liquidité et l'accès au marché financier. J'ai rajouté la case de l'euro qui coche toutes les cases pour être une monnaie de réserve. D'ailleurs, c'est une monnaie de réserve, sauf, eh bien, ce n'est pas la monnaie de réserve, ce n'est pas la première, la plus importante monnaie de réserve, c'est la deuxième.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que voilà, les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. L'Europe, c'est la deuxième, enfin la troisième, pardon. Et puis voilà, tout simplement. Donc on voit la Russie hein, qui, comme je vous l'ai dit, exporte de plus en plus en euros et dorénavant c'est majoritaire. Hein. Regardez les exportations entre la Chine pardon, et la Russie. Hein. La Chine pardon, paye davantage en euros les exportations chinoises. Donc en fait, elle importe des marchandises russes et les paye en euros. Et ici, nous voyons donc l'Inde qui a accepté avec la Russie d'acheter, de ne plus acheter seulement en dollars. Donc maintenant, ça se fait, vous voyez, en roubles. Donc le rouble maintenant est accepté par les Indiens pour acheter auprès des Russes. Donc on voit, on a un mix qui devient de plus en plus important. On a une dominance encore du dollar, mais on a d'autres monnaies qui commencent à devenir de plus en plus reconnues hein, sur la scène internationale, de plus en plus acceptées. Donc deux manières pour que le futur soit moins dépendant du dollar, soit plus décentralisé, on va dire. Il faut un changement structurel qui se produit déjà hein, actuellement, comme j'ai expliqué. Donc l'euro, le yuan et quelques autres monnaies pourraient être utilisées dans les accords commerciaux pour acheter du pétrole, du gaz et divers produits de base. C'est pas encore possible, mais on voit hein, la Chine qui émet ses contrats à terme et on pourrait à terme eh bien, avoir une certaine tolérance. Et deuxième manière, ça viendrait des États-Unis. Donc ce serait un changement structurel, un brutal, un choc. Hein. Finalement, comme lorsque Nixon a annoncé l'arrêt de la convertibilité de l'or, les États-Unis pourraient très bien annoncer, autoriser que le pétrole se vende dans d'autres devises. Et dans ce cas-là, les banques centrales n'auraient plus besoin de stocker autant de dollars. Le système actuel, on voit qu'il a fait son pic hein, au début des années 2000. Donc le dollar, voilà, 60% à peu près des réserves des banques centrales au total hein, à l'échelle du globe étaient représentées par le dollar. On a l'euro qui est la deuxième devise, vous voyez, la plus importante. Donc on a une petite baisse qui est passée de 27 à 21% hein, sur la dernière décennie, avec la crise de la dette grecque, etc. Ça a causé pas mal d'inquiétudes sur la scène internationale, mais ça reste quand même hein, la deuxième devise, deuxième monnaie de réserve. Troisième monnaie entre guillemets de réserve, c'est l'or. L'or, vous voyez, qui reste quand même qui reste non négligeable hein, dans les bilans des banques centrales, plus de 10% dans les bilans. L'or, hein, c'est pas vraiment une monnaie, mais bon, c'est un actif qui a fait ses preuves hein, dans le temps. Et les autres monnaies de réserve, c'est le yen, le GBP, et on voit le yuan qui commence depuis voilà, le FMI, hein, depuis 2015, pardon, à faire sa place sur la scène internationale. Et on peut, oui, très bien envisager que le yuan devienne de plus en plus important. Maintenant, encore une fois, est-ce que le yuan va devenir une monnaie, la monnaie de réserve mondiale possible, mais les réformes devront se poursuivre en Chine et de façon beaucoup plus intense. La Chine devrait être beaucoup plus ouverte, autant ouverte que les États-Unis, au moins, hein, pour devenir la monnaie de réserve par excellence. Et en tout cas, si ça se fait, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous voyez qu'on est encore au tout début de la reconnaissance du yuan sur la scène internationale. Donc ça va prendre énormément de temps. Alors, je vais répondre aux questions, si vous le voulez bien. C'est la fin de cette présentation, comme vous pouvez le constater. Quel est l'impact de la capacité des banques systémiques non américaines d'émettre des USD sans contrainte actuarielle euro-dollar? A-t-elle sur le statut de GRC du USD? Est-ce que ça le renforce ou est-ce que ça l'affaiblit? Alors, le statut, alors, il y a des cycles au niveau du l'impact, ce que vous voulez dire, je pense, l'impact du statut d'une monnaie réserve sur le dollar, il est mitigé. Il y a des cycles sur le dollar.
On est peut-être au début d'un cycle baissier, donc l'impact du statut de monnaie de réserve sur le dollar n'est pas certain. C'est pas parce qu'une monnaie devient une monnaie de réserve qu'elle va exploser sur le FX. Ça dépend également des politiques monétaires. On peut envisager que oui, il y ait une certaine appréciation du dollar parce que ce soit une monnaie de réserve. Lorsque la livre était la monnaie de réserve, elle était à 4 livres, 4 livres pour $1. Et aujourd'hui, vous savez ce que ça vaut. Hein. La livre, c'est à peu près un 30, un 40 $. Donc vous voyez, ça a été divisé par près de 3. Hein. Donc l'impact, il est assez, je pense, c'est assez compliqué de dire aujourd'hui quel est l'impact du statut de monnaie de réserve sur la monnaie en question. Est-ce que c'est bullish pour la monnaie? Est-ce que c'est bearish? La demande augmente, mais comme je vous l'ai dit, le dollar n'est pas à proprement stocké en cash sur les bilans des banques centrales. La majorité des banques centrales échangent ces dollars contre des trésoreries. Donc finalement, finance les États-Unis. Donc les États-Unis, si vous regardez la balance courante, il y a une balance commerciale donc qui est déficitaire, mais on a un financement qui est positif parce que les banques centrales rachètent des trésoreries. Donc l'impact, je ne pourrais pas y répondre. Hein, quel est l'impact du statut de monnaie de réserve sur le dollar ou sur la prochaine monnaie de réserve? Ça, c'est assez incertain. Je pense pas qu'il y ait de corrélation. Enfin, il n'y en a pas en vrai de corrélation exacte entre ces deux caractères, si je puis dire. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère que la présentation a été claire. Donc vraiment la conclusion, hein, le bilan de ce sujet, c'est que le yuan est sur la bonne voie pour devenir une monnaie de réserve. C'est d'ailleurs reconnu depuis peu comme une monnaie de réserve, mais encore un chemin énorme pour devenir la monnaie de réserve par excellence. Donc je pense, c'est mon point de vue, que le mix à long terme va être de plus en plus important. Donc le système actuel n'est pas viable pour les États-Unis. Hein. On a un déficit commercial qui augmente de plus en plus à mesure que l'économie mondiale augmente. Les États-Unis doivent fournir des dollars pour le système monétaire international, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est avec les dollars. Évidemment, ça crée des déficits. Et on voit que politiquement aux États-Unis, c'est devenu un sujet vraiment important, ce déficit commercial. Donc, il y a un moment où il risque d'avoir des complications. Donc, ce système n'est pas viable. Donc, plus de mixité, ça ne veut pas forcément dire uniquement des monnaies hein, dans le mix des banques centrales. L'or, on voit qu'il commence à monter. Donc, l'or a des chances hein, de redevenir de plus en plus une monnaie de réserve, d'autant plus que les banques centrales impriment énormément de monnaie. Donc, pour éviter le risque hein, de dévaluation trop importante, eh bien, même si elles impriment des monnaies, elles achètent de l'or. Hein. Si vous regardez d'ailleurs les rapports fréquents, les banques centrales achètent souvent de l'or et la Russie énormément. Que pensez-vous de la faiblesse de la participation de l'achat d'UST par des acteurs étrangers lors des récentes émissions, signe du diversification débutante? Alors, je pense que les tendances se font sur le très long terme. Hein. Ce qui se passe sur un an, n'a pas. Ça peut être le signe, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de tendances, de bruit. Donc, c'est vraiment des tendances de très très long terme. Il faut regarder ça sur plusieurs décennies. Donc, en tout cas, on voit que le système actuel a fait son pic en 2000 et que depuis, c'est en baisse. Hein. On s'est passé de 60% à 50% le dollar. On a une petite hausse avec la crise de la dette grecque qui a fait perdre de la crédibilité de l'euro sur la scène internationale. Mais on voit que la tendance, elle est baissière. Donc voilà. Est-ce que le BTC, alors j'attendais cette question, est-ce que le BTC pourrait théoriquement devenir une monnaie virtuelle de réserve dans le futur à ton avis? Théoriquement, oui. Maintenant, il faudrait que les banques centrales
ça voudrait dire que les banques centrales acceptent cette monnaie, que le Bitcoin, que les banques centrales reconnaissent le Bitcoin comme une monnaie et une monnaie de réserve. Est-ce que c'est dans l'intérêt des banques centrales de faire cela? À l'heure actuelle, je ne vois pas l'intérêt, et même d'un point de vue purement logique, je ne vois pas l'intérêt d'une banque centrale de donner la crédibilité à une autre monnaie qui est décentralisée, qui est incontrôlable. Voilà. Quel est l'intérêt pour une banque centrale de reconnaître le Bitcoin? Ça fait perdre en souveraineté. Finalement, c'est stocker une devise numérique qui est encore loin d'être parfaite. Pour le moment, j'ai du mal à voir les intérêts pour une banque centrale de stocker ces crypto-monnaies, tout simplement. Voilà. D'un point de vue purement logique, encore une fois, c'est une perte de souveraineté de la part des banques centrales de reconnaître le Bitcoin comme une monnaie de réserve. Donc ça pourrait, peut-être sur du très 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 long terme, je parle là de peut-être, je sais pas, 100 ans, peut-être plus. Voilà, si on a un changement total du système actuel. Maintenant, la monnaie, c'est la souveraineté, et un État n'a aucun intérêt à donner son pouvoir à une monnaie qui, en plus, ne repose sur rien. Elle ne repose pas sur des actifs, le Bitcoin ne produit pas rien, le Bitcoin n'est pas vraiment utilisé. Le dollar, il est utilisé pour le financement, pour acheter des obligations. L'or, il est utilisé parce que dans l'industrie déjà, tout ce qui est électronique, ça utilise de l'or, le cuivre et de l'or, de plus en plus de l'or. C'est également utilisé pour sa rareté, le fait que dans les bijoux par exemple. Donc, et puis ça a aussi un passé. L'or, c'est depuis des millénaires présent, et c'est depuis des millénaires reconnu comme un actif refuge. Dans les pires moments, l'or a servi comme monnaie de refuge. Aujourd'hui, le Bitcoin n'hérite de rien. Donc ça peut être une monnaie de réserve pour les particuliers, pour se protéger de l'inflation. Mais pour les banques centrales, je ne vois pas pourquoi les banques centrales commenceraient à stocker Bitcoin dans leur bilan. L'avenir étant sans pétrole en raison du changement climatique, ça va être compliqué pour Bitcoin. Oui, après le pétrole, attention, pétrole aujourd'hui, c'est utilisé partout, pour votre ordinateur, pour vos vêtements, pour tout. Le plastique, tout utilise du pétrole. Donc même si on a les énergies renouvelables, le pétrole aujourd'hui, dans 50 ans, le pétrole sera toujours nécessaire dans nos vies. Les pneus, les voitures, tout ça, ça utilise du pétrole. Et c'est pas en paille que nous allons faire des pneus. Donc il y aura des alternatives, mais ça prend énormément de temps à trouver ces technologies-là. Donc dans 50 ans, le pétrole, il sera peut-être moins important pour la production d'énergie, mais elle sera tout aussi importante, ou en tout cas quasiment aussi importante pour la production de biens. Jérôme, qui demande, et c'était ça votre question, excusez-moi, est-ce que le Bitcoin pourrait théoriquement devenir une monnaie virtuelle de réserve dans le futur? Monnaie virtuelle de réserve, pourquoi pas, mais encore une fois, pas dans les bilans des banques centrales. Peut-être, reconnu aux des investisseurs. Les investisseurs pourraient allouer une certaine part de leur portefeuille en Bitcoin, 2-3%, étant donné que c'est extrêmement volatile. Mais encore une fois, le Bitcoin a beaucoup de défauts, dont la volatilité. Aujourd'hui, vous voyez, le Bitcoin a chuté de 30% depuis 3 jours. Donc imaginez, vous étiez payé en Bitcoin il y a 3 jours et que aujourd'hui vous souhaitez acheter une voiture en Bitcoin, eh bien votre pouvoir d'achat a perdu 30%. Voilà, donc aujourd'hui le Bitcoin ne peut pas devenir une monnaie, déjà une monnaie tout court. C'est un actif qui est utilisé pour des transferts, mais qui est directement transféré ensuite en euros, ou en euros, en devises. Donc quand vous stockez, la plupart des personnes qui stockent du Bitcoin aujourd'hui, c'est pas pour faire des achats dans le futur, c'est clairement spéculatif, c'est parce qu'ils tablent sur une appréciation du Bitcoin sur le long terme. Donc aujourd'hui, le Bitcoin n'a pas une monnaie, ça a comme but d'être une monnaie à la base, mais c'est pas utilisé comme une monnaie. Aujourd'hui, c'est vraiment utilisé comme un moyen spéculatif. Alors il y a certaines personnes évidemment qui utilisent comme monnaie, et encore, parce que
pouvez pas acheter en Bitcoin ce que vous souhaitez, hein. D'ailleurs quasiment rien, parce que même s'il y a des entreprises qui acceptent le Bitcoin entre guillemets, dès qu'ils acceptent le Bitcoin, ils le transfèrent ensuite en euros, en dollars ou en d'autres devises. Alors on commence à voir Tesla qui commence voilà, à annoncer qu'ils allaient allouer 10% de leur trésorerie en Bitcoin. C'est un tout début, mais encore une fois, regardez ce qui s'est passé sur le Bitcoin ces derniers jours, 30% de moins. Donc la trésorerie qui était allouée en Bitcoin ces derniers jours, par Tesla, eh bien vaut 30% de moins, tout simplement. Donc voilà, le Bitcoin, c'est encore loin d'être une devise qui peut être reconnue à l'international comme une monnaie de réserve. Encore une fois, ça peut être un actif reconnu auprès des particuliers, de certaines institutions, comme étant un moyen de diversification. Mais de là à être une monnaie de réserve, non. Pensez-vous que les réserves importantes d'or de la Chine est moyen de rassurer les partenaires internationaux pour accepter les en yuan? Oui, évidemment, évidemment. Et la Chine a clairement la volonté de devenir moins dépendante du dollar. Il y a cette polarité entre les États-Unis et la Chine qui est très forte, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, entre guillemets, l'ennemi numéro un des États-Unis, hein, entre guillemets, hein, c'est l'adversaire plutôt, c'est la Chine. Et la Chine aujourd'hui, d'ailleurs depuis quelques années, depuis 2015, au lieu de recycler ses dollars en achetant des obligations américaines, eh bien elle finance à l'étranger des infrastructures. Et en Afrique, en Europe de l'Est et dans certains pays asiatiques, la Chine est extrêmement présente. D'ailleurs, la route de la soie, tous ces projets d'infrastructure sont financés par la Chine en dollars, et ces dollars, ce sont des dollars que la Banque centrale a accumulés. Voilà, donc au final, la Chine vend aux États-Unis, encaisse des dollars, mais au lieu de échanger ces dollars en treasury bill pour financer les États-Unis, hein, ce qui est le principe, le concept à la base, eh bien finalement la Chine boycotte entre guillemets ce principe et finalement finance des infrastructures, surtout en Afrique. Et au pire, si le pays en question fait défaut, si l'entreprise fait défaut, eh bien la Chine récupère les infrastructures dans ce pays étranger. Donc c'est assez bénéfique pour la Chine. Mais en tout cas, il y a clairement une volonté de la Chine de moins dépendre du dollar. Ça, c'est clair, on le voit dans les annonces qui sont faites de façon officielle avec des contrats terme pétrole en yuan. On le voit au niveau du bilan de la Banque centrale de la Chine. La part des obligations baisse, la part d'or augmente, et on voit également dans la stratégie géopolitique de la Chine qui achète, qui finance des projets avec les dollars qu'elle a accumulés via son excédent commercial avec les États-Unis. Les banques centrales vont créer leur crypto régulé, je crois. Oui, mais ça change rien finalement. Que l'euro soit en crypto ou que soit en devise fiat, c'est le même principe, hein, finalement. Un euro en pièces vaut 1 euro sur votre compte banque et vaudra 1 euro en crypto coin. Voilà. Enfin, en euro coin, pardon. Donc ça aura la même valeur, hein. Ensuite, c'est juste la technologie qui va changer. Ça passera. On a eu le format papier en premier, ensuite on a eu le format numéraire, donc inscrit de façon numérique sur un compte en banque, et ensuite ça va devenir donc sur une blockchain. Mais en soi, ça aura la même valeur. Donc voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. L'or devient rare, oui, l'or devient rare. Mais bon, plus l'or monte, hein, plus il est rentable de miner de l'or, et plus, comme toutes les matières premières, hein, c'est le principe, hein, plus le cours de matière première augmente, plus il est rentable de produire, d'extraire cette matière première, et donc plus il y a de production. Voilà. Par exemple, le pétrole, s'il chute à 30 $, il y a plein de puits qui vont arrêter de produire parce qu'ils produisent à perte, ça leur coûte plus cher de produire que de le vendre. Par contre, dès que le pétrole remonte à 60, 70 $, 80 $, eh bien les puits qui ne sont pas rentables à 50 $, eh bien le deviennent, et donc on a plus de production. C'est pareil pour l'or, c'est pareil pour le cuivre. Plus le cours des matières premières monte, plus les producteurs peuvent aller forer loin, miner loin, profond, dans les océans, dans les terres, etc. etc. Donc l'offre, oui, l'offre devient rare, mais bon,
plus les prix augmenteront, plus les miniers iront profond dans la terre pour en trouver. Après, oui, hein, évidemment, dans l'idée, évidemment, il y a une limite hein, dans l'or qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les réserves d'or. D'ailleurs, pour justifier un petit peu, pour illustrer mes propos, regardez le pétrole depuis combien d'années, de décennies. Des experts estiment la fin de l'offre de pétrole, une pénurie de pétrole dans les 30-40 prochaines années. Ça fait des années qu'il y a ces spéculations et des années qu'elles sont fausses. Tout simplement parce que plus le pétrole est cher et plus les pétroliers vont aller forer loin. Et d'ailleurs, la technologie s'améliore de chaque année et donc les producteurs peuvent aller forer encore une fois plus profond pour moins cher grâce à des nouvelles technologies. Bon voilà, écoutez, je pense que nous avons fait le tour du sujet. Merci hein, pour toutes vos questions. Merci pour votre présence. J'espère que ce webinaire vous aidera à voir un petit peu plus clair dans la situation. Donc bilan, encore une fois, c'est que le One sur la bonne voie pour devenir monnaie de réserve, mais encore une fois, loin, très loin d'être devenir la première monnaie de réserve. Mais elle est en chemin. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Harold, je ne sais pas si tu veux terminer sur quelque chose. Ouais, et naturellement, je voulais te remercier, Valentin, pour ta très bonne présentation, comme d'habitude. J'espère qu'elle aura plu à tout le monde. Je pense que d'après les questions et l'intérêt qu'elle a suscité, il y a un réel intérêt et de la curiosité sur ce sujet. C'est vrai que c'est abordé de manière récurrente de plus en plus, donc on sent effectivement une tendance générale. Hein, Christine Lagarde qui parlait d'un euro numérique. On se dirige effectivement vers probablement une monnaie, comme tu le précisais, une monnaie différente. Hein, les monnaies de référence internationales se succèdent. Quelle sera-t-elle dans l'avenir? Nous serons bientôt, peut-être, de notre vivant. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Valentin, encore une fois, pour avoir répondu à toutes les questions. Je souhaitais également rappeler à tous nos auditeurs que la petite enquête de satisfaction est après ce webinaire. Quand vous le clôturerez, merci de bien vouloir y répondre. Et puis un grand merci à vous tous pour être venus assister à cette présentation. Je vous rappelle également qu'à venir, nous avons le Swiss Trading Day, grande manifestation en langue anglaise et français et allemand. Donc en mars, nous allons avoir cette présentation avec des intervenants de tous bords. Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet ig.com ainsi que les webinaires à venir. Si vous souhaitez vous inscrire, retrouvez Valentin et nos autres intervenants. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais rajouter. Merci encore à tous et à toutes et merci à toi, Valentin. Merci Harold, merci Gbank et merci à vous pour toutes vos questions. Merci, bonne soirée.